Bonjour à toutes et à tous, ici Marine Deck et bienvenue dans un nouvel épisode du Client. Ce podcast est dédié au cœur de nos entreprises, nos clients. Et ma mission, c'est de vous faire découvrir l'envers du décor de la relation client dans des grandes et petites entreprises, mais aussi dans plein de secteurs d'activité très différents. L'objectif pour vous, c'est d'identifier au travers de ces épisodes des astuces, des idées, des réponses à vos enjeux du moment afin d'améliorer votre relation client. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marine Deck, entrepreneur. Depuis 2 ans, j'anime ce podcast, ce qui m'a amenée à devenir conférencière, mais aussi à créer la boîte à outils du client, qui est la première plateforme pédagogique dédiée à l'expérience client. Si d'ailleurs vous avez besoin d'un coup de boost de toutes les astuces et retours d'expérience récoltés sur ce podcast ou encore de templates, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode vers cette fameuse boîte à outils du client qui va pouvoir devenir votre meilleur ami sur l'année à venir. Et maintenant, si vous êtes prêt à booster votre business et à donner du sens à vos journées en étant centré client, c'est parti pour un nouvel épisode. Très bonne écoute. Bonjour Carole. Bonjour Marine. Je suis super contente de t'avoir. Tu es une entrepreneure que j'admire beaucoup. Je te l'ai déjà dit quand je t'ai contactée du coup pour faire cet épisode ensemble. Donc merci d'avoir accepté l'invitation, vraiment. Bah non, mais écoute, avec plaisir, et j'étais d'autant plus contente que c'est vrai que on parle beaucoup de la boîte, on parle beaucoup de mon parcours entrepreneurial, mais je trouvais ça vraiment bien de parler de nos clients. Que vous appelez pas client du coup chez June, je crois. On l'appelle la communauté. Une communauté Ouais. de parents et de non-parents, mais en fait, on part du principe, mais là je te spoil le podcast, on part du principe qu'en fait, un client commence avant qu'il te donne, que tu aies une transaction financière. Un client commence quand il te donne une marque d'intérêt qui est une marque d'intérêt, une marque de soutien, sans forcément passer par il donne de l'argent, il achète un produit, quoi. D'où le fait d'inclure la communauté, donc des gens qui ne sont pas forcément clients encore dans ce spectre. Exactement. Ok. Bon, du coup, on va revenir un petit peu en avant, Carole, enfin en arrière plutôt. Donc, du coup, Carole, tu es la fondatrice de June. Chez June, concrètement, vous faites des produits d'hygiène et cosmétiques pour l'enfant et pour la femme. On vous a connu au début sur effectivement les couches, mais depuis, ça a bien changé. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Alors, en effet, on s'est lancé il y a 4 ans, un peu moins de 4 ans maintenant. Notre ambition, ça a jamais été d'être une marque de couches pour bébé. Notre ambition, ça a été de faire des produits clean et transparents pour les gens qui en avaient besoin. On a commencé en effet par le bébé parce que c'était tous les produits en fait que tu vas acheter pour tes enfants sont des produits sur lesquels tu vas te poser forcément plus de questions et tu vas avoir plus d'anxiété, si on peut dire, parce que un choix humainement, c'est un ressort humain assez basique, mais un choix que tu fais pour autrui est toujours beaucoup plus d'engagement qu'un choix que tu fais pour toi-même. Et donc, on avait très envie de pouvoir justement offrir cette transparence, cette traçabilité aux parents, parce qu'on savait que justement c'était une tranche de la population qui était déjà soumise à beaucoup d'un point de vue sociétal, ça devient de plus en plus compliqué. Tu as de plus en plus de choses que tu dois faire quand tu dois être le meilleur parent possible. La société te dit tu dois faire ci, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et quand je dis la société, c'est très vaste. Ça va être la télé, la pub, les magazines féminins, tes amis, la pression globale. Et donc c'est vrai que tu te retrouves un petit peu sous une pluie de conseils quasiment jamais sollicité. Et c'est vrai que oui, il faut vraiment avoir les nerfs très très solides pour tenir entre guillemets face à cette pression. D'autant plus quand tu arrives sur un secteur qui est celui de la parentalité, de la maternité, que tu connais pratiquement pas, parce que on vit maintenant dans des organes de vie qui sont hyper modernes. On vit souvent loin de nos familles où on a grandi. On n'est plus du tout dans une dynamique où les parents, les grands-parents, les cousins se voient toutes les semaines, ou vivent un rayon de moins de 5 km, et où tu as finalement un flux
d'enfants de tous âges et qui font que oui, moi, ma mère, quand elle a eu son premier enfant, elle savait très bien à quoi ressemblait un nourrisson. Elle en avait déjà gardé occupé parce que ma mère, elle a, je crois, une quinzaine de cousines. Alors que c'est vrai que moi, là, je vais avoir mon premier enfant et j'ai plein de j'ai plein de questions. Il y a plein de trucs que je sais pas faire, que j'ai jamais vu faire. Alors que tu vois, pourtant j'ai deux nièces, ma sœur habite à Rennes. J'ai évidemment dû voir ma sœur donner le bain à mes nièces une fois ou deux, mais pas suffisamment pour me dire pouf, demain bien sûr je donnerai un bain à mon enfant. Non, je vais avoir besoin de regarder un tuto, je vais avoir besoin de lire un bouquin. J'ai acheté un bouquin sur comment donner le bain à son enfant. Tu vois, t'as un besoin de connaissances. Et donc on s'est dit il faut donner de la connaissance sur le produit, casser un petit peu le mur entre le produit manufacturé et le client, parce que finalement, ce qui fait un petit peu cette angoisse et cette incompréhension du produit, c'est aussi parce que on fait du marketing plus que de l'information, et nous, on voulait faire beaucoup d'informations. Très clair. Et alors du coup, comment vous avez commencé? Parce que cette notion de communauté versus client, est-ce qu'elle t'est apparue évidente au lancement de June ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu plus tard? Non, ça a été évident dès le lancement, même avant le lancement, puisque ça, c'est comme ça qu'on a commencé, mais c'est aussi très lié à ma précédente expérience, puisque avant, j'avais une première start-up qui s'appelait Mommyville, qui était un réseau de futurs parents et de jeunes parents. Et donc, forcément, naturellement, j'avais compris ce besoin en voyant de quoi parlaient les parents, quoi. De quoi parlaient les parents, quelles étaient leurs angoisses, leurs interrogations, les choses dont ils avaient besoin, envie de parler. Et en fait, très naturellement, tu te rends compte qu'ils ont besoin de ça. Donc, c'est comme ça, en fait, que ça s'est fait. D'accord. Donc dès le début, vous avez commencé à créer une communauté et à l'animer, quoi. Ouais, tout à fait. Et alors du coup, cette communauté, comment est-ce que vous l'animez? Parce que moi, j'ai vu énormément de choses. J'ai vu des lives, j'ai vu les rencontres parents, j'ai aussi entendu dire qu'il y avait des groupes secrets sur Facebook. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? On a fait un peu tout ça. On a en effet des groupes secrets, mais c'est surtout en fait, c'est des groupes de parents test. Donc c'est en effet des groupes qui sont pas accessibles quand tu cherches sur Facebook. Pour une raison très simple, c'est qu'on a des concurrents qui ont réussi à s'infiltrer il y a très très longtemps et on a eu comment ça s'appelle, de l'espionnage industriel. Le groupe est en effet secret, mais c'est pas parce qu'on veut faire des trucs secrets. En fait, c'est très lié à l'ADN de June, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le besoin client est toujours ce qui nous drive en premier. Donc, on va avoir en effet des groupes, on va avoir pas mal d'événements, alors soit des événements physiques à l'époque qu'on pouvait en faire, soit des événements online comme des lives, comme des événements comme ça communautaires qu'on fait ensemble en direct sur des plateformes digitales. On a énormément d'interactions avec nos clients, énormément de discussions avec eux. Par exemple, un truc tout bête, mais on ne lance jamais quoi que ce soit sans poser la question aux parents. Que ça soit certes, alors on a pas mal de parents à qui on écrit, il y en a qu'on voit. Donc tu vois, quand on a besoin de faire tester un produit, on prend 40 parents qui correspondent à la cible, donc soit par l'âge de leurs enfants, soit par le fait qu'ils ont déjà commandé un produit X chez nous, et on leur dit: salut les amis, est-ce que vous voulez pas tester ce produit? On aimerait bien le lancer, on aimerait bien avoir votre avis. On va vous envoyer 3 soumissions en un mois et demi, faudra les essayer, puis vous nous dites ce que vous en pensez, ce que vous préférez. Et les gens en fait sont toujours très 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 heureux de le faire. De la même manière, tu vois, dès qu'on veut changer quelque chose, la première étape, c'est jamais supposer, ah bah tiens, il doit vouloir ça. On parle systématiquement au client. Un exemple tout bête, on a voulu repenser de A à Z comment se passe la première commande chez June. Et en fait, le premier réflexe, on a parlé à nos clients existants de longue date en leur disant comment vous évaluez je sais pas comment on dit,
le grandissement, l'évolution de l'expérience de votre colis chez June. Et on a parlé à des clients qui étaient très récents en leur disant, c'est quoi votre commande, ce serait quoi votre commande de rêve? Tu prends les deux résultats, et tu sais en fait ce que les gens attendent. Et tu sais pas ce que les gens attendent parce que tu as décidé qu'ils attendaient ça. Non, tu sais ce que les gens attendent parce qu'en fait, tu leur poses la question puis ils te parlent, quoi. Non, mais donc du coup, vous êtes énormément basé sur la co-création, la communication, toujours. C'est la première étape. Ouais. Après, la limitation de ça, c'est que tu vois, quand on demande plusieurs fois aux parents, c'est quoi le produit dont vous aurez besoin par June. Aujourd'hui, j'ai une liste de 1500 produits que je peux faire demain. C'est pas possible. Ouais, bon. Je peux pas tout faire. Donc après, t'es obligé de faire des choix. T'es obligé de faire un peu le tri. Il y a souvent des choses qui reviennent beaucoup, donc c'est généralement des choses soit qu'on fait volontairement et sur lesquelles on se dit ok, maintenant faut faire du développement dans ce sens-là, soit des choses qu'on refuse de faire, comme par exemple le sunscreen, puisque c'est très compliqué de faire c'est impossible de faire un sunscreen clean, 100% clean, qui va en plus à l'opposition des recommandations qui est pas de soleil avant 3 ans. Donc même si on sait que les parents mettent leurs enfants au soleil, que les parents potentiellement vont le faire et ils ont besoin d'avoir une crème solaire pour pouvoir le faire, c'est vrai que nous on leur dit nous on le fera pas. Il y a des marques qui sont plutôt clean, mais en fait plutôt clean c'est pas assez clean pour que nous on le fasse nous-mêmes. Donc voilà, il y a des choix comme ça qu'on fait et franchement les parents le comprennent très très bien et n'ont jamais pas compris et ne nous ont jamais reproché entre guillemets ces choix, quoi. Ouais, en fait, ce qui compte, c'est de leur expliquer. Donc, à chaque fois, vous leur expliquez pourquoi vous faites pas. Exactement. Ok, très clair. Et alors, justement, qu'est-ce que ça a donné l'évolution de l'expérience client? Première commande, vous avez mis en place des choses? Est-ce que vous avez eu des retours intéressants? On a eu plein de retours intéressants. C'est notamment comme ça qu'on a développé de plus en plus de partenariats avec différents organes de livraison. Aujourd'hui, alors il y a à la fois sur la France mais aussi sur l'Europe, on travaille avec 12 livreurs différents, 12 prestataires différents de livraison. Ce qui a été une grande force d'ailleurs sur la première crise du Covid parce que évidemment au début tu commences avec un livreur. Bon, on a tous sauf qu'en fait, tu as une grande partie des e-commerçants qui ont un livreur, et donc qui ont un livreur, voire deux, ton livreur domicile, ton livreur relais. Nous, en fait, le problème, c'est que si on résout pas, comme on a un flux de colis qui est mensuel, si on ne résout pas le problème le premier mois, il va se reproduire le deuxième mois. Donc, on est obligé de rentrer dans une granularité qui est vraiment forte. T'as des régions qui sont inlivrables par un prestataire. Tu sais pas pourquoi, ou alors tu supposes pourquoi, ou t'as un peu des échos de pourquoi. Mais t'as des régions avec un prestataire X, ça ne se passe jamais bien. C'est-à-dire vraiment, t'as des régions noires où tu te dis mais c'est pas possible, on va pas s'en sortir. Et donc à ce moment-là, il faut rentrer. Moi, mon but, je suis là pour enlever de la charge mentale aux gens, je suis pas là pour leur en rajouter. Donc, si l'expérience de se faire livrer son colis tous les mois, elle est vraiment pourrie, ma maman ou mon papa derrière, il va se dire, franchement, j'adore June, mais juste, c'est pas possible, la livraison, c'est trop compliqué. Donc, j'arrête. Et ça, pour moi, c'est vraiment une petite mort parce que je me dis, si c'est moi qui déçois par le produit, et ça n'arrive quasiment jamais, si c'est moi qui déçois parce que, je sais pas, moi, on a une communication qui leur plaît pas, qui est pas inclusive, on dit non, je me retrouve pas dans votre marque, ça c'est grave. Mais ça c'est ma responsabilité et donc je me dis je peux pas livrer le colis moi-même, mais ma responsabilité c'est de m'assurer que je trouve quelqu'un qui peut livrer ce colis. Et donc c'est pour ça que naturellement on a agrandi énormément le spectre des gens avec qui on allait travailler. Et en plus, on est très transparent avec eux parce que évidemment, le flux de colis June, il est assez désirable. Donc, on pourrait avoir des tarifs encore plus compétitifs si on mettait 100% du flux chez la même personne. Mais sauf que ça marche pas parce que 100% du flux chez la même personne, certes, on paierait moins cher, mais le problème, c'est que derrière, l'expérience ne serait pas la bonne. Donc, au final, on divise pour pouvoir. C'est pas diviser pour mieux régner, c'est diviser pour pouvoir régner, quoi. C'est-à-dire que sans la division de tout notre flux en fonction des différents prestataires, on n'aurait pas la capacité à livrer de cette manière-là et à conserver les clients aussi longtemps. Donc voilà, donc des exemples comme ça. C'est vrai que pendant le premier confinement, ce que je te disais, ça nous a beaucoup aidé parce que là où tu as des très 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 grands e-commerçants qui, en ayant un seul prestataire de livraison, mettaient 3 semaines, 1 mois à livrer,
moi, je peux pas me permettre de livrer des parents avec un mois de retard. C'est pas possible. Parce que ton enfant, il s'en fout qu'il y ait le Covid ou qu'il n'y ait pas le Covid. Le confinement, pas de confinement. S'il a pas de couche, il a pas de couche. D'autant plus qu'au premier confinement, il y avait une ruée sur les couches dans les supermarchés. Et donc, on s'était retrouvés en rupture enfin, nous, non, mais il y avait pas mal de supermarchés qui étaient en rupture. Donc pas facile, quoi. Alors du coup, cette disparité, notamment géographique, de qualité de service sur le transport, tu t'en es rendu compte en faisant concrètement. À un moment, à force d'avoir des feedbacks, etc., tu t'es dit, là, il y a une zone noire. Et donc, Ah, mais dès le départ, c'était assez, quand on avait nos 200, nos 300, nos 400 premiers clients, tu vois le chiffre monter, puis tu vois que, c'est pas un secret, la région d'Annecy, toutes nos clientes d'Annecy, elles avaient nos numéros de téléphone perso, on connaissait leurs prénoms, et derrière, on savait que le but du jeu, c'était voilà, on savait que premier mois, deuxième mois, troisième mois, elles avaient un problème. Et c'était pas de leur faute. C'est-à-dire que moi, je peux pas en vouloir à une maman ou à un papa de me dire, ça marche pas. Au contraire, je suis contente qu'elles prennent le temps de me le dire parce que je me dis sinon, c'est la double peine. Non seulement ça marche pas, et puis en plus derrière, elle me le dit pas. Donc c'est hyper important qu'elle me le dise. Et c'est vrai que la région d'Annecy, on a tout testé. Donc, on a fini un jour par trouver le transporteur qui pouvait faire la région d'Annecy avec le moins de friction possible pour les parents. Le 100%, il n'existe pas, nulle part. Mais tu peux t'en rapprocher quand même. Mais par contre, il faut passer par 1, 2, 3, 4, 5, 6 prestataires différents pour trouver la bonne personne. Ok. Et du coup, ça veut dire que maintenant, concrètement, dans le check-out, par contre, les parents ne voient pas le dispatch des différents transporteurs. C'est vous, du coup, tu choisis à domicile ou en point relais et c'est vous après qui dispatchez au bon transporteur. Ouais, tout à fait. Après, s'ils ont un problème, ils peuvent le gérer eux-mêmes dans leur espace client une fois qu'ils ont lancé leur commande. Si par exemple, je sais pas moi, j'ai un parent qui me dit, qui ose pas me dire avec tel transporteur la dernière fois ça s'est pas bien passé, il peut aller dans son espace client et dire, bah tiens, pour le même, enfin entre guillemets, sans surcoût, je vais passer sur un autre transporteur. Après, s'il passe en Chronopost Express, il y a un petit supplément. Sauf si c'est nous qui, une fois qu'on a essayé tous les transporteurs à vitesse normale, et qu'il y en a aucun qui donne satisfaction, on finit par passer sur des transporteurs express. C'est pas tant des régions, c'est plutôt des villes. Parfois, c'est des quartiers de ville où finalement on n'arrive pas trop à savoir pourquoi. Donc on a quelques endroits en France qui sont sur du Chronopost Express. On doit avoir on n'a pas énormément de clients qui sont livrés par du UPS, du DHL, parce que c'est vraiment excessivement cher. Mais quand tu arrives à la fin de la fin, que tu as tout essayé, tu vois le petit nœud à problème et tu te dis, ah là, j'envoie la grosse armée, et la grosse armée, tu t'envoies un UPS qui te coûte absolument, qui est hors de prix, mais c'est pas grave parce que ton UPS, t'as jamais une cliente qui t'appelle en te disant le livreur acheter le carton, le livreur m'a pas dit bonjour, le livreur ci, le livreur ça, enfin voilà. Donc c'est assez rock'n'roll. C'est gérer une boîte de manière générale et surtout gérer une entreprise en hyper-croissance. Parce qu'il y a quand même ce sujet-là qui, à un moment, il faut aborder. C'est entre ce qui a été mis en place au départ pour gérer la relation client et pour mettre en place l'expérience client que tu souhaitais et ce qui se passe maintenant compte tenu de l'augmentation du volume, c'est quoi les étapes clés de succès pour réussir à maintenir ça? Et d'ailleurs, est-ce qu'on réussit honnêtement à maintenir? Tu réussis à maintenir, mais ça prend beaucoup de capital humain. Ça déjà, c'est une certitude. Aujourd'hui, on est 65 chez June. Le customer service et le CRM, c'est 10 personnes. À temps plein, 10 salariés en CDI. Donc, c'est un engagement que tu prends. Mais en face, il faut mettre du capital humain, ça c'est sûr. T'as des gens avec des plateformes e-commerce qui font le même chiffre d'affaires que nous, qui vont avoir une personne au CRM et une personne au customer service un peu freelance, ou qui vont outsourcer tout leur customer service à des plateformes extérieures. On s'est honnêtement posé la question quand on a commencé à grandir en disant, est-ce qu'on veut mettre un customer service en maison ou est-ce qu'on veut le mettre en presta, et en fait on s'est posé la question et puis on a arrêté de se poser la question très vite en se disant mais en fait c'est pas possible, si on met ça en presta externe, parce que t'en as plein, hein, tu mets Bien sûr. t'as plein de call centers à travers la planète que tu payes pas cher du tout, et on s'est dit
En fait, si on fait ça, on va jamais apprendre. On va se déconnecter complètement de ce que disent nos clients. Donc, ça marche pas. Mais, en face, il faut avoir les reins pour absorber ça d'un point de vue financier, d'un point de vue structure. C'est-à-dire que c'est des équipes, ça prend, une équipe, c'est pas juste ton capital humain, c'est tout ce qui va avec. C'est ton capital humain, c'est, les gens ont les mêmes droits, les mêmes avantages sociaux, humains que n'importe quel autre salarié chez June. Et puis surtout derrière, c'est des places, quoi. C'est-à-dire que nous, on a un bureau de 800 mètres carrés en plein centre de Paris. Si tu outsources toute ta relation client, oui, tu gagnes du mètre carré. Donc, tu gagnes pas que le salaire de gens, tu gagnes tout ce qui va avec. Mais moi, je réfléchis pas comme ça. Moi, je réfléchis, en fait, c'est ce dont on a besoin pour comprendre le client, savoir ce qu'il veut, et pour maintenir justement ce niveau d'excellence opérationnelle et ce niveau d'uniformité. Parce que c'est ça, en fait, la clé. C'est-à-dire que si toi, si tu le fais par l'exemple, derrière, naturellement, ça se concrétise vraiment de manière physique pour le client. Donc, faut investir dans ces sujets-là. C'est des sujets qui sont hyper importants. Et alors, du coup, au-delà du capital humain, qu'est-ce que vous avez mis en place en termes d'outils ? Alors, en termes d'outils, on a pas mal de choses. On a déjà un outil qui nous permet de faire gérer un petit peu l'intégralité de notre ticketing, qui nous permet de connecter toutes nos plateformes ensemble, qui s'appelle Gorgias. Donc, qui fait à la fois les mails, tu peux aussi traiter les textos, tu peux traiter les calls, tu peux connecter tes plateformes de réseaux sociaux. Il y a vraiment plein de choses intéressantes qui se plugin sur ce logiciel. Mais parce que les gens vous envoient des SMS. Mais les gens nous envoient tout. Les gens, ils nous écrivent. Mais c'est la force du truc. Nous, on leur a dit depuis le premier jour, c'est Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, le texto, l'appel. Franchement, le client qui nous dit j'ai pas réussi à vous joindre, on sait, et Dieu sait que de temps en temps, on a des clients de mauvaise foi, on sait que c'est pas possible. Parce que c'est honnêtement, après, est-ce qu'on répond dans la seconde à tout le monde ? Non, parce que tu vois, on est quand même 10, mais à 10, il y a quand même énormément de clients, donc c'est sûr. Puis en plus, ils ont l'habitude de nous contacter et de nous parler. Un exemple tout bête, tu as un problème avec ta livraison chez un e-commerçant normal, tu vas pas aller appeler ton e-commerçant en disant j'ai un problème avec ma livraison, je sais pas où est mon colis. Tu vas aller chercher le numéro de ton colis, tu vas rechercher ton mail, tu vas cliquer dessus, et puis après tu vas appeler Chronopost, La Poste, X ou un tel, tu te dis je sais pas où il est mon colis, j'arrive pas à le trouver. Ça m'est arrivé pas plus tard que l'autre jour, j'avais commandé un truc pour mon bébé sur Vinted. Quand je cherche un numéro sur Vinted pour appeler, on me dit non, mais en fait, on n'a pas envie que tu nous appelles, de toute façon, on ne pourra pas régler le problème. Donc, j'appelle Chronopost, et puis une fois que je crois que c'était un relais chrono, et Chronopost, il faut les appeler 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, puis il se passe rien, quoi. Alors que chez June, tu as une cliente qui dit un jour, j'arrive pas à trouver mon colis, je sais pas où il est. La réponse qu'on lui fait, c'est ok, t'inquiète, on gère. On t'appelle quand on l'a trouvé. Et la charge mentale, tout de suite, elle passe chez nous. Et on lui dit, maintenant tu raccroches ton téléphone, refais ta life, et nous, on va s'en occuper. Et nous, à ce moment-là, on appelle Chrono, et on s'est beaucoup engueulé, pas avec Chronopost, parce qu'on aime tous nos transporteurs, donc ça, il n'y a pas de débat. Mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup engueulé au début avec certains qui disaient, mais en fait, pourquoi vous nous appelez, quoi ? Arrêtez de nous appeler, laissez les gens nous appeler. Je dis, non, justement, nous, on va vous appeler, parce que nous, on a besoin de savoir. Et il y a des moments où, justement, tu comprends pourquoi... c'est plus simple en fait quand les clients appellent, parce que quand les clients appellent, ils vont pas faire un feedback en disant j'ai eu tel transporteur et tel transporteur, ça s'est pas bien passé. C'est rarissime si t'as pas ce lien. Nous, on le sait, donc forcément, ça oblige en face les différents transporteurs, notamment en termes de customer service, à monter de niveau en se disant le client de June, de toute façon, si on fait pas d'efforts sur les clients de June, ça passera pas, donc on va faire attention. Moi, j'ai reçu quasiment, maintenant c'est plus moi qui m'en occupe en direct, mais les 2 premières années, j'ai reçu moi-même où aient été reçus d'ailleurs les directeurs des différentes plateformes ou les directeurs d'agence en disant voilà, salut, donc moi c'est Carole de June, j'ai X% de mon flux qui part chez vous, j'ai tel problème, comment vous voulez qu'on les résolve ? Et les mecs ils t'écoutent, hein.
dégoûte parce que tu portes d'un seul coup le poids de tous tes clients et tu sais exactement les problèmes qu'ils ont eu, donc tu sais exactement sur quoi tu veux les défendre. Très clair. Et donc, du coup, on est parti. On parle beaucoup d'expérience colis. C'est quoi les autres outils que vous utilisez? Et ben donc, en outils purement tech, on travaille donc avec un site qui s'appelle Shopify. Derrière, à l'intérieur de Shopify, on a développé pas mal d'applications internes. Ok. Pour pouvoir justement avoir des choses. Il y a plein d'applications qu'on a prises sur le shop Shopify, et puis il y a des applications qu'on a développées en accord évidemment avec Shopify pour pouvoir optimiser au mieux l'expérience qu'on propose à nos clients. Donc ça, c'était un truc qui était assez important pour nous. On a notamment développé avec une marque qui s'appelle Reverse.io un outil qui permet d'automatiser les retours. Donc ça, c'est pareil, c'est un outil qui est vraiment chouette. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme outils? Après, on a tous les outils, les canaux un petit peu traditionnels pour tout ce qui va être emailing, communication client. Donc, on est passé par différents prestats. Là, ça fait 2 ans et demi qu'on est sur Klaviyo. On en est très contents. De quoi tu es le plus fier en termes d'expérience client chez June? Je suis le plus fière, ça va reboucler avec la question que tu m'as posée tout à l'heure. Je suis le plus fière du fait qu'aujourd'hui, on a une équipe qui est totalement alignée sur le côté on est super humain, on est très empathique, on est très sur mesure, on est beaucoup dans l'écoute et qu'on a réussi à scaler en gardant ça. Parce que ça, c'est vraiment ce qui faisait kiffer les premiers parents. Et on aurait perdu ça, je pense que ça aurait été à la fois dommage pour le business, mais ça aurait été dommage d'un point de vue humain. De se dire, en fait, on n'arrive pas à scaler cette bienveillance-là et ces valeurs positives-là. Et je suis hyper fière qu'on ait réussi à le faire. Ça passe aussi par le recrutement des bonnes personnes. On a honnêtement des agents en customer service chez June qui sont incroyables et qui sont vraiment qui sont les défenseurs de cet esprit-là, quoi. Qui tous les jours repartent la fleur au collier en disant aujourd'hui je vais résoudre les problèmes de plein de gens. Ils aiment ça, ils le font avec plaisir et je suis hyper fière d'eux, je suis hyper fière du travail qu'ils font et voilà. Et je les adore parce qu'ils ont, en plus, ils ont tellement d'infos sur la boîte que le reste de la boîte des fois n'a pas. C'est les premiers à identifier ah tiens, sur tel produit, je crois qu'il y a un petit problème. Ah tiens, sur tel truc, il y a un petit... Ah tiens, dans telle région, il y a un truc qui est en train de se passer. Et ils ont un apport qui est incroyable. Et je pense que c'est d'autant plus important que il y a beaucoup de customer service qui sont outsourcés, ou il y a beaucoup de customer service qui sont un peu... en gros, c'est des gens à qui on écrit, ils rentrent dans un fichier, ils regardent un truc. En fait, non, chez June, le customer service, c'est pas ça. Et je suis vraiment hyper fière d'eux et je suis hyper fière de ce qu'on fait au quotidien, l'accompagnement, le fait de toujours être dans une recherche de solutions. Si jamais on arrive à un stade où on est obligé de dire non, de toujours pouvoir expliquer pourquoi, de répondre à toutes les choses. C'est-à-dire, tu vois, on fait jamais des réponses de politiciens. On a eu des messages, mais juste géniaux. On a dû mettre à jour des conditions générales de vente il y a, je sais pas, 6 mois. On a écrit le message. Et en fait, on a des gens qui ont répondu à ce message. Mais qui ont répondu pour nous dire, franchement, juste, on sait pas comment vous faites. Même quand vous nous parlez des conditions générales de vente, qui est genre le mail dont tout le monde se fout, et qu'en plus tout le monde a reçu quasiment en même temps, mais c'était un truc qui était lié à une directive européenne. Il dit, mais même quand vous nous écrivez pour nous parler de ça, on a envie de le lire, quoi. Parce que il se trouve que ma head of CRM, qui est une nana incroyable, qui est avec moi depuis presque 3 ans, elle avait intitulé le mail « On ne change pas », enfin presque. Et donc derrière, elle avait mis bon alors en fait on change pas grand-chose, juste on est obligé d'adapter nos conditions générales de vente. Pourquoi? Elle t'explique, tu vois, voilà ce qui manquait dans celle qu'on avait avant et voilà ce qu'on a été obligé de rajouter. Elle t'explique, elle te dit, si vous voulez vraiment voir à quoi la gueule que ça a, allez voir l'article 42-33 en cliquant ici. Et voilà, elle te dit, et si vous avez besoin qu'on s'en parle, vous m'appelez. Si c'est OK pour vous, vous cliquez là pour accepter les nouvelles conditions générales de vente. Et à la fin, elle avait mis la vidéo de la chanson de Céline Dion, On ne change pas. Donc les gens, ils étaient en transe. Les gens, ils disaient, mais déjà, on leur explique exactement ce qui se passe.
On leur dit, bah voilà pourquoi, le pourquoi du comment, plutôt que de leur faire un mail. Oui, conformément à la directive européenne, machin chose, du truc. Et donc, on rentre vraiment dans le détail du pourquoi du comment. Pareil, quand on a des mauvaises nouvelles, des mauvais trucs, on les écrit, on répond. Et après, on a une gradation de réponse en fonction de la gravité, en fonction des urgences, en fonction des bad buzz ou des choses. Et on est hyper... ouais, on est très... toujours dans l'écoute, quoi. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoute. Et est-ce que vous segmentez vos clients? Alors, on segmente nos clients parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de produits. Donc, moi, j'ai besoin de savoir qui sont les mamans ou les papas d'ailleurs qui achètent que des produits pour bébé, qui sont ceux qui achètent pas de couches, mais des produits pour bébé qui ne sont pas des couches, qui achètent des produits pour la femme. Et en fait, à l'intérieur, t'as toujours un peu, on a deux catégories, on a l'hygiène et le soin. Et donc, en fait, j'ai besoin de c'est pas de les segmenter, mais j'ai besoin de savoir, en fait, qui elles sont, est-ce qu'elles sont différentes d'une catégorie à une autre. Donc, c'est plus pour ça qu'on les segmente. Et après, on essaye d'identifier, on essaye, tu vois, d'avoir notamment sur les premiers, sur le premier colis, on essaye d'avoir la petite attention complémentaire parce qu'en fait, on essaye de lire qui est la personne qui achète à travers ce qu'elle a acheté. Je vais donner un exemple tout bête. Quand tu as une femme ou un couple d'ailleurs ou un homme qui te fait une commande, une première commande, sa première commande, elle t'achète des produits en taille 1 et en taille 2. Tu sais qu'en fait, c'est quelqu'un qui est soit en fin de grossesse, soit qui vient d'avoir un enfant. On le sait parce qu'au bout d'un moment, on a fini par théoriser, par poser la question, genre, à quel moment vous avez acheté les produits pour votre enfant, les couches, etc. T'as 50% des gens qui le font avant la naissance, 50% des gens qui le font après. Pourquoi ? Parce que t'as 50% des gens qui sont ultra préventifs et 50% des gens qui sont un peu superstitieux. Si j'achète des trucs pour mon enfant avant, ça va jinx un peu le truc, donc j'achèterai après, c'est pas grave. C'est très humain, il n'y a pas une solution qui est meilleure qu'une autre, mais qui correspond vraiment à deux typologies émotionnelles différentes. Donc nous, ce qu'on fait quand on voit une commande comme ça passer, on sait que c'est quelqu'un qui est dans une première expérience de parentalité. Donc on va lui envoyer un petit magazine qui explique des trucs sur la parentalité. On va lui envoyer des échantillons pour les produits de soins en lui expliquant à quoi servent ces produits de soins et donc comment il va pouvoir s'en servir pour s'occuper de son bébé. On va lui envoyer ce qu'on appelle des cartes étapes. Donc en gros, tu sais, quand tu as ton enfant qui grandit, quand il a 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est la photo plein que de tu parents, fais. voilà, tu fais la photo avec ta petite carte étape. Donc on lui envoie des cartes étapes sans qu'il ait rien demandé. Et on a aussi un relais, on a un média en interne qui s'appelle Journal. Et donc on les invite à aller sur Journal en leur disant sur Journal, tu vas retrouver toutes les semaines, tous les mois, du contenu spécialement pour toi, en lui donnant directement accès aux 3 meilleurs articles, spécifiquement pour les parents qui sont en fin de grossesse ou en début de parentalité. Et ça, évidemment, si j'ai une cliente qui arrive, qui est cliente pour la première fois chez moi, ou qui m'a déjà acheté, je sais pas, un coffret une fois il y a 1 an, et puis là elle revient avec une couche culotte en taille 4, je me dis ok, donc elle en taille 4, elle n'a pas besoin de la même chose. Donc je vais lui proposer autre chose, une autre forme d'accompagnement. Et c'est pas toujours d'ailleurs du goodies, c'est-à-dire qu'on a des goodies de temps en temps, mais c'est pas accompagner quelqu'un, c'est pas forcément lui donner un truc gratuit. Accompagner quelqu'un, c'est réussir à comprendre qui est cette personne à travers son acte d'achat. Et derrière, d'essayer d'adapter ton offre et d'adapter ce que tu vas pouvoir lui proposer après. Ouais, non, mais c'est top. Donc, du coup, la première commande, le premier colis est hyper important et on essaie de détecter des signaux qui font qu'on va pouvoir personnaliser cette étape dans le cycle de vie client. Et ensuite, est-ce qu'il y a d'autres étapes, du coup, que vous vous êtes mises, qu'il y a d'autres rituels? Après, il y a tout l'enjeu de la fidélisation client, mais Oui. qui est particulier chez June parce que, en fait, comme on a un produit qui a une grosse récurrence, c'est vrai que la fidélisation, elle vient en premier lieu par le produit. C'est-à-dire que quand bien même je mettrais le meilleur programme de fidélité sur la planète Terre, si le produit ne plaît pas, les gens ne reviennent pas. Donc déjà, la première chose, c'est avoir un produit qui est le bon produit, parce que sinon, sans ça, ça ne tient pas. Et après, le programme de fidélisation, c'est vraiment
on voulait vraiment quelque chose qui était très différenciant et on voulait surtout pas, parce que déjà on voit pas mal ça dans pas mal de boîtes, mais dans l'enfance, mais pas que, où en gros, tu as des espèces de notions de paliers, des espèces de Graal. Tu atteins un tel seuil, quelle que soit la manière dont tu l'atteins, tu auras droit à quelque chose. Ça, moi, je trouvais ça hyper dangereux. Et d'ailleurs, tu te rends compte que on a étudié pour pouvoir mettre ça en place avec May, ma head of CRM, on a étudié tous les programmes de loyalty et de fidélisation à travers le monde. On a étudié les compagnies aériennes avec toutes les façons différentes de faire des miles. C'est un très bon sujet d'ailleurs. On a étudié comment les grandes marques de cosmétiques faisaient aux États-Unis ou ailleurs. On a étudié sur plein de produits qui n'étaient pas notre produit. Et ce qui est très marrant, notamment par rapport aux miles, c'est que tu te rends compte que il n'y a pas une compagnie aérienne qui fait le mileage, la fidélisation, de la même manière. Clairement, il n'y en a pas une. Et que c'est un bon indicateur de, il n'y a pas une science unique, il n'y a pas une science exacte. Sinon, il y a quand même beaucoup de compagnies aériennes dans le monde, et t'en as quand même beaucoup qui sont très très grosses. Donc en gros, elles feraient toutes la même chose. Et donc nous, ce qu'on voulait surtout pas, c'était des espèces de trucs par palier, où il faut avoir fait X orders ou dépenser X sous pour avoir le droit de quelque chose. L'enjeu, c'est d'être vraiment sur quelque chose qui est très émotionnel, plus que du transactionnel. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que la raison pour laquelle on fait ça, c'est aussi parce qu'on l'a testé. Quand tu écris aux parents en leur disant qu'est-ce que tu préfères, avoir ça, ce produit, ce truc, accès à telle formation, tel truc, ou avoir une réduction le mois prochain, ils choisissent tous, quasiment tous. Non, mais moi, en fait, j'aime le prix. Bon, je sais, de toute façon, je paye tous les mois. C'est comme mon abonnement SFR ou mon abonnement Orange. Donc ça, je vais pas dire qu'ils s'en foutent parce qu'ils s'en foutent pas, bien sûr, mais dans leur tête, non, mais en fait, moi, si je peux avoir un truc en plus, je trouve ça cool. Donc, on rentre un petit peu dans cette dynamique. Après, ce qu'on aime bien faire, c'est à la fois le côté récompenser les gens et surtout créer de l'engagement. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est... Parce qu'il n'y a rien... Moi, ça m'est arrivé au tout début de June, quand on avait voulu faire tester un produit qu'on venait de lancer, qu'on n'avait pas... Donc, je m'étais dit, bêtement, je vais prendre nos 100 premières clientes, que je connaissais quasiment toutes, et on va leur mettre gratuitement dans leur prochaine commande pour, tu vois, genre leur faire plaisir et leur offrir. Ouais. Mais sauf qu'on avait fait ça sans leur mettre un mail ou un petit mot en disant coucou, en fait, vous êtes nos 100 premières clientes, on vous aime super fort. Voilà, tenez un produit gratuit, la nouveauté gratuitement. Mais sauf qu'en fait, comme elles le savaient pas, on leur a reparlé. Parce qu'au bout d'un moment, je dis mais pourquoi elles nous disent pas merci, pourquoi elles nous disent pas c'est cool. Et en fait, quand on a commencé de leur en parler, elles nous disaient en fait, on pensait que c'était une erreur de préparation de commande. Donc, on n'a rien dit parce qu'on avait peur que derrière, vous nous demandiez de le renvoyer. Comme le produit était trop bien, on était trop contente de le garder. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, t'as besoin... Mignon. Non, mais c'est trop mignon. En plus, franchement, c'était trop chou. Mais t'as besoin de pouvoir avoir cet échange. Et t'as besoin de pouvoir être dans quelque chose qui crée de l'engagement. Parce que, et là, ce qu'on avait sur les 100 premières clientes, aujourd'hui, sur le nombre de clientes que j'ai, si juste je leur mets des trucs gratuits dans le carton tous les mois, ça va faire le même effet. C'est-à-dire, ça va être... ah ouais, il y a un truc, à l'intérieur de moi-même, je vais trouver ça cool, mais c'est tout. C'est pas forcément quelque chose qui va t'engager, t'inciter, c'est un truc, tu vas... Et puis en plus, si tu le fais souvent, ça perd de sa valeur. Tu vois, si... ça paraît bête à dire, mais mon mari, il m'offre des fleurs, je sais pas, 400 fois par an. S'il m'offrait des fleurs tous les jours... au bout d'un moment, je le verrais arriver avec des fleurs en disant hey, t'es gentil, aujourd'hui t'as pris ça, virgule, point d'interrogation, point d'exclamation. Alors que non, à chaque fois qu'il met des fleurs, je suis trop contente parce que il le fait pas jamais, il le fait pas tous les jours, il le fait avec juste la bonne fréquence, on va dire. Et donc, c'est ça qui amène le truc sympa. Donc nous, là, ce qu'on fait depuis un peu plus d'1 an, c'est on fait des collabs avec des marques qu'on aime bien, très souvent avec des marques françaises. On a fait Papier Tigre, on a fait La Belle Mèche, on a fait Coucou Suzette.
Et en fait, on co-crée ensemble un produit qui va être un produit qu'on va avoir uniquement pour notre programme de fidélité et qu'on va offrir à un certain nombre de parents en leur disant, bah voilà les amis, comme on vous aime bien, pour vous récompenser de votre fidélité, on aimerait bien vous offrir ça. Est-ce que ça vous dit? Et le parent a besoin de dire, ah c'est super sympa, ok trop cool, je prends. Puis des fois t'as des parents qui disent, ah c'est trop sympa, mais moi j'en ai pas besoin, je laisse ma place, mais c'est trop gentil d'avoir pensé à moi. Et en fait, c'est une dynamique qui est déjà vachement saine parce que ça permet de faire découvrir des produits à des gens et qu'ils sont très contents. Ça reste des produits qui sont dans l'univers de la parentalité ou qui sont dans un univers qui est assez proche. Papier Tigre, ils nous ont fait un agenda de June pour l'année 2021 qui est juste sublime. Donc forcément, alors t'avais pas besoin d'être parent pour le coup pour l'avoir. On a plein de nos clientes qui sont non parents qui l'ont eu. Mais c'est vrai que c'était un produit qui était super cool. Là, le mois dernier, pour le mois de mars, tu avais 15 sachets de thé d'une marque française qui s'appelle Chic des Plantes et qui en gros c'était bah tiens on vous offre ces sachets de ce thé, il est fait en France, il est traçable, il est... et donc ça leur parle parce qu'ils se disent ah c'est trop cool, je sais que comme ça a été fait par June et pour June, je sais que c'est clean, je sais que c'est traçable, je sais que c'est transparent. Donc en fait naturellement ça se fait bien, ça leur plaît. On a fait une collab l'autre jour avec une marque de puériculture française qui s'appelle BBA, qui nous a dit tenez, pour toutes les filles qui achètent un collier de telle date à telle date, ils nous ont offert des choses à leur offrir en plus, et on leur disait tiens, est-ce que ça vous intéresse d'avoir un petit cadeau de telle marque? Et quand elles disent bah oui c'est trop cool, hop elles prennent. Mais c'est toujours dans une démarche collaborative et le but c'est faut que ça perpétue l'engagement. C'est jamais un dû parce qu'en fait un dû ça a pas de valeur et c'est jamais et c'est toujours quelque chose, tu vois. Si elle nous disait ben ça j'ai trouvé ça trop bien mais ça j'ai trouvé ça trop pourri, c'est important qu'elle puisse nous le dire. Donc c'est important que derrière on ait ce feedback et on ait ce lien parce que sinon après on peut pas savoir. Mais c'est hyper intéressant le fait de poser la question, est-ce que tu veux le recevoir ou est-ce que tu ne souhaites pas le recevoir pour X ou Y raison. Et c'est aussi hyper intéressant du coup comment vous arrivez à construire cette relation qui fait qu'elles se sentent, alors je vais pas dire légitimes, mais en tout cas elles osent vous écrire pour vous dire ouais ça par contre j'ai pas trouvé ça top, ça c'était bof, etc. Enfin c'est quand même une démarche hyper engageante je trouve de leur part, tu vois. Ouais, complètement. Et c'est hyper intéressant parce qu'en même temps, c'est de l'humain, c'est des relations humaines, et c'est la base de tout. Et l'autre jour, je discutais avec une DNVB et qui me dit oui, nous, les DNVB, notre élément de différenciation, c'est l'expérience client. T'en penses quoi, toi, Carole, de ça? C'est pas du tout que l'expérience client. Déjà parce que si c'était que l'expérience client, c'est trop facile à répliquer. Et donc au final, une DNVB, enfin l'expérience client, déjà il y en a plein qui sont pas aussi exceptionnels que ça en expérience client. Donc faut quand même aussi moi j'aime bien l'écosystème, mais l'écosystème est très prompt à aller taper très fort sur les corporates en mode ils font tous des trucs pourris. C'est pas vrai pour tout le monde, donc faut quand même rendre à César ce que César a construit un peu avant nous. Il y a des gens qui font des super efforts, il y a des gens qui font beaucoup de choses pour essayer de se digitaliser. C'est clair que, notamment, tu vois, avec le Covid, on s'est rendu compte que il y a des groupes qui ont réussi à prendre le pas du digital vraiment très fort et des groupes pour qui ça a été plus difficile. Mais l'expérience client, c'est pas la seule chose qui fait la différence. Je pense qu'il fait la différence, c'est la façon dont tu envisages ton produit, ta communauté, plus que ton expérience en tant que client. Faut être honnête, tu as quand même énormément de startups, et moi je suis cliente de plein de DNVB où j'ai pas une expérience qui est d'un point de vue, enfin, totalement sidéramment opposée à ce que je pourrais avoir chez quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui fait que tu te dis, je le fais au début pour soutenir les copains, pour soutenir une autre startup. Et puis en fait, à un moment, tu te dis, est-ce que vraiment ça mérite cette différence? T'es pas sûr, donc tu drops. Je pense que ce qui fait vraiment la différence, je pense, c'est ce que moi j'appelle la curation
de l'offre. C'est-à-dire que là où les DNVB sont très fortes, c'est dans le fait de faire des choix et de faire des choix qui sont parfois un peu engageants. Là où des boîtes plus grosses auront un problème qui sera un peu différent, c'est que finalement, si tu veux faire une curation un peu forte de ton portfolio, imaginons, je sais pas moi, un Sephora veut faire une curation un peu forte de son offre produit, ça n'a pas le même impact financier pour Sephora que pour moi. Parce que Sephora, si Sephora demain elle décide d'enlever les 15% de ses produits qui correspondent plus à son image de marque, à ses engagements, si elle veut prendre, si demain, elle veut prendre un virage qui t'emmène dans une direction X, et ben derrière un Sephora, il perd 15% de son potentiel financier. Là où finalement, au My Cream, quand elle se lance, elle dit « moi je ferai que du clean » et elle ne sort jamais du « moi je ne ferai que du clean ». Donc elle te fait du clean, du clean, du clean et elle grandit en faisant du clean, du clean, du clean, du clean. Donc je pense que c'est plus la curation, et derrière la curation de ton offre, il y a la mission de ta boîte. C'est-à-dire que tu pourras interviewer Juliette parce que je pense que c'est vraiment une fille exceptionnelle. Je l'aime beaucoup et elle a aussi un regard sur l'expérience client qui est assez incroyable et sur la communauté qui est incroyable. Mais tu vois, quand Juliette, elle lance au My Cream, elle se dit pas « Tiens, je vais faire un site qui vend des produits de beauté sur Internet. » Elle te dit « Je vais faire un endroit, une safe place, où tu vas venir acheter un produit sans te poser la question « Est-ce que ce produit est clean ?» Donc, tu viens que si ça t'intéresse d'avoir des produits clean. Et après, en grandissant, t'as des filles qui viennent parce que Oh My Cream, c'est une marque trop cool et que derrière, elles ont envie d'y aller en se disant, en fait, Oh My Cream, c'est mon nouveau go-to place quand je veux acheter du produit cosmétique. Mais peu importe, parce qu'à la base, elle s'est pas dit, tiens, je vais faire un site qui vend de la cosmétique. Elle s'est dit, non, je veux une safe place où tu viens, t'achètes, tu sais que le produit, il est good, tu sais que le produit, il est bon, donc tu te poses pas la question. Et comme tu pars avec cette notion d'impact, de mission, de why qui est hyper fort, et ben derrière, la curation de ton offre, elle vient très naturellement. C'est aussi pour ça que, tu vois, chez June, on a un portfolio de produits qui est très divers. On fait de l'hygiène, du soin pour la femme, pour l'enfant, du textile. Franchement, on fait de la nutri-cosmétique, on fait du complément alimentaire, quoi. On pourrait dire, mais pourquoi ils font du complément alimentaire? Ils sont tarés. Mais non, on n'est pas tarés. On a un portfolio de produits qui correspond exactement à la demande de notre communauté et qui correspond exactement à ce que notre cible veut et à ce que nous, en tant que marque, en tant que ADN de marque, on a envie de défendre comme mission. Donc, ce qui fait que naturellement, il n'y a pas un seul produit un peu what the fuck sur le site. Il n'y a pas un produit dont on a honte. Il n'y a pas un produit dont on dit ah ouais, quand même, c'est dommage. Et sauf que ce produit-là, quand tu l'as dans ton portfolio de produits et que derrière tu dois l'enlever, et t'enlèves pas juste un produit, t'enlèves un impact financier. Et forcément, quand t'es une start-up, t'as pas les moyens d'avoir t'as pas les moyens de t'enlever un produit qui t'amène beaucoup d'argent, donc en fait tu ne lances pas des produits dont tu sais par essence que c'est des produits qui sont pas là pour ça. Après c'est un choix à faire. C'est un choix à faire de se dire moi je veux lancer que des très bons produits, mais c'est aussi ça qui fait la différence, tu vois. Moi, je suis très copine avec le patron de La Belle Vie, qui a eu un impact incroyable depuis 1 an et demi, qui a damé le pion à je ne sais combien de grands sur la livraison. Je crois qu'ils font plus de livraison de Carrefour en Ile-de-France, pour une raison très simple. Sur le papier, il te dit, moi, je vends des œufs, Carrefour, il vend des œufs. Mais en fait, c'est pas pour ça que tu vas chez la Belle Vie. Tu vas chez La Belle Vie parce que ton expérience, ça te prend 1 minute 30 de faire ta commande. Ton livreur, c'est ton livreur, tu vois. Il vient, il te dépose ton colis, tout va bien. Mais c'est pas pour ça que tu viens. Tu viens parce que tu trouves à la fois tes produits mass market comme tu trouverais dans ton Carrefour, dans ton Auchan, dans ton Monoprix, et en même temps, quand t'as envie de te faire kiffer et t'as acheté un morceau de comté d'un meilleur ouvrier de France, tu le trouves. Et donc en fait, en 3 secondes 30, tu trouves tous les trucs un peu exceptionnels que t'as besoin de trouver. Donc pour moi, c'est pas tant l'expérience client, ça en fait partie, mais c'est surtout la curation de l'offre qui fait la grande différence. Parce que nous, on est capable et on n'a pas peur de faire ces choix-là, parce qu'on n'est pas dans une recherche
de la rentabilité sur tous les produits, parce que justement, on n'est pas en train de se dire ce produit-là doit absolument me ramener un pourcentage du chiffre d'affaires. Très intéressant. Trop bien. Dis-moi, Carole, est-ce que vous calculez le NPS chez June? C'est quoi les KPIs que vous mettez en termes de satisfaction client, que vous mettez en place, tout simplement? Alors, on calcule notre NPS, ça c'est une certitude. Là, le challenge qu'on a par rapport à notre NPS, en toute transparence, c'est que comme on commence à avoir on a lancé en fait notre gamme skincare il y a 2 mois, et le problème de notre gamme skincare, c'est que c'est un produit qui est totalement or. On l'avait fait pour les serviettes hygiéniques, on avait commencé à le faire en disant, en fait, quand tu achètes des serviettes hygiéniques, t'es pas forcément maman. Pour le complément alimentaire aussi, mais comme on l'a vraiment marketé comme le complément alimentaire pour après la naissance, c'est vrai qu'au début, on avait beaucoup de filles qui l'achetaient, qui étaient des mamans. Et en fait, il se trouve qu'avec le temps, c'est devenu un super produit et qu'il y a plein de filles normalement qui l'ont acheté. Là, le sujet de la skincare, c'est qu'on est allé sur des ciblages qui étaient vachement plus larges, puisque notre but, c'était de pouvoir dire, en fait, toute nana qui aujourd'hui, tu vois, aime bien prendre soin d'elle, mais qui est pas forcément une ayatollah de la cosmétique, qui connaît pas forcément, qui est pas forcément, tu vois, la fille qui aime bien la cosmétique, mais qui connaît pas, tu vois, c'est pas sa passion de la vie du quotidien, et c'est la grande majorité des nanas aujourd'hui en France quand même. Tout le monde n'est pas scotché sur des tutos make-up ou des tutos beauté toute la journée. Donc on est rentré dans une phase qui est un peu complexe, où on doit diviser notre NPS entre le bébé et la femme. Et donc c'est pour ça que là aujourd'hui notre NPS il est un peu on est un peu en refonte de notre NPS. On le traque chez June, ça c'est une certitude, mais ce qui nous intéresse c'est justement de pouvoir bien le séparer entre guillemets, justement entre les gammes bébés et les gammes non bébés, ce qui correspond un peu aux différents ciblages qu'on a fait. Ouais, et tu penses que vous allez observer une différence, et t'attends quoi de ça, et t'as un pressentiment là-dessus? Moi, je pense qu'on va observer une différence pour une raison qui est toute simple, c'est que plus tu touch point avec les gens, et plus tu prends le risque, entre guillemets, pas de les décevoir, mais qu'il y a un truc qui se passe mal. Ma maman qui m'achète des produits pour son enfant, je lui parle tous les mois, je lui livre un colis tous les mois. Donc tous les mois, il y a un risque. Il y a un risque que j'ai une rupture sur la couleur qu'elle veut pour ses couches. Il y a un risque que je tombe, alors en plus depuis 1 an et demi, je tombe sur honnêtement, depuis qu'on a lancé le Joute, on a un peu tout eu. On a eu les grèves, on a eu 2 fois la neige, on a eu les gilets jaunes, mais comme tous les e-commerçants, mais je veux dire, il n'y a pas eu des années vraiment plates, quoi. Il y a toujours eu des années avec des trucs. Donc ce qui fait que, oui, 12 mois sur 12, tu peux pas faire 100% 12 mois sur 12. Alors que ma cliente qui m'a acheté un complément alimentaire il y a 6 mois, et qui là m'a acheté une gelée démaquillante et une crème visage, elle a vécu 2 fois avec moi. Et en 2 fois avec moi, elle a moins eu le temps de tomber entre guillemets dans un loop à problème. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc je pense qu'à mon avis, le NPS femme sera plus élevé. On voit de toute façon la satisfaction produit, on la mesure ailleurs. On la mesure ailleurs qu'avec le NPS, mais en tout cas, je pense que le NPS femme sera plus élevé pour quelque chose de très mathématique et de très structurel. C'est très juste, plus tu t'exposes, et forcément plus t'es exposé, quoi. Ok, et du coup, tu parles d'autres indicateurs, d'autres façons de calculer, etc. Qu'est-ce que vous avez mis en place, si tu peux m'en dire plus? Nous déjà, à chaque fois qu'on lance un nouveau produit, on fait, à la suite du lancement, on fait systématiquement tourner des sondages pour avoir du retour très 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 précis sur ce produit. En gros, quand tu lances un nouveau produit, tu vas faire toute cette phase de test en amont. Donc tu vas avoir tes parents tests ou tes femmes tests, en l'occurrence pour la gamme skincare. Derrière, elles vont te faire des premiers retours sur les premières formules qui ne sont pas les formules validées. Ensuite, elles te font des retours sur le produit fini avant qu'il parte en prod. Et donc après, il faut s'exposer aux gens qui te connaissent pas et qui, eux, ont pas, entre guillemets, parce que quand tu demandes à quelqu'un qui t'aime, est-ce que vraiment tu aimes ce produit, il a toujours un petit biais positif.
Toujours, c'est normal. Tu demandes à tes amis un feedback honnête sur, je sais pas moi, ton métier, ton compagnon ou ta compagne, etc. Bah, par défaut, ils vont se dire, j'ai pas envie de lui faire de la peine, donc je vais lui dire un peu la vérité, mais je vais quand même lui dire la vérité que il ou elle est prêt à entendre. Alors que quand tu poses la question à des gens qui ont acheté ton produit, tu vois là, notre produit, il est en vente au drugstore parisien. Bon là, en ce moment, il est fermé, mais on commence à avoir des produits, je crois, dans plus d'une centaine de pharmacies en France. Bon, bah, t'as des gens, ils passent devant, ils disent « Ah, le packaging est joli, ah, tiens, ça, c'est joli », hop, ils le prennent, ils le ramènent chez eux. Ils n'ont pas du tout le même biais cognitif positif pour toi, ils te connaissent pas trop. Donc, une partie du job, c'est de pouvoir se dire, dès que la première, le produit est parti, on rentre dans une dynamique de « Ok, bah, les 500 premières personnes, on se pose, on veut savoir, vous en avez pensé quoi? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît pas? Est-ce que vous allez le racheter? Si vous allez le racheter, pourquoi? Si vous le rachetez pas, pourquoi? » Et de tout de suite comprendre. Et c'est pas dans une démarche de on veut qu'il rachète quelque chose. C'est une démarche de je veux comprendre. Je veux comprendre, je veux savoir. J'ai besoin de cette connaissance, j'ai besoin de cette data. Donc c'est plutôt ça en fait qui nous permet de pouvoir mesurer. Et après évidemment on a je crois c'est Trustpilot qui nous gère toutes nos reviews et tous les avis des différentes personnes sur nos produits. Et justement, tu parles du drugstore parisien, des pharmacies, etc. Là, du coup, vous allez perdre la relation client sur ces clients qui vont aller acheter dans ces points de vente. Eh bien non, figure-toi, parce que nous, ce qu'on vend notamment, c'est la traçabilité et la transparence. Et que pour pouvoir avoir la traçabilité et la transparence, elles sont obligées, elles peuvent choisir de ne pas le faire, mais naturellement, elles scannent leurs produits. Et comme en plus, on a une marque très présente sur les réseaux sociaux, il y a une interaction naturelle qui se fait. C'est pour ça que c'est important de se dire, ton client, c'est pas que le client qui te donne des sous tous les mois. Ton client, c'est aussi quelqu'un qui te met un cœur sur une photo. C'est aussi quelqu'un qui un jour répond à une story que tu mets sur Instagram. Parce qu'en fait, ce client, celui-là, peut-être que c'est juste un client qui passe pas par ton site et que c'est quelqu'un qui passe par ailleurs. Et donc, c'est vrai que parfois, on a des nanas qu'on connaît pas du tout qui postent des trucs en disant « Oh là là, j'adore, c'est formidable ». Et voilà, de la même manière qu'on a des célébrités qui ont du June et qui des fois en interview disent « Ah ouais, moi j'ai des couches pour mon enfant, c'est des June ». On n'était même pas au courant. Donc ça fait partie un petit peu de la magie du truc, quoi. De se dire, le lien, il se fait quand tu as une marque, une grosse présence digitale. Le lien, tu le retrouves assez facilement, honnêtement. Ok, très bien. Alors, c'est quoi vos projets à venir? On a parlé de segmenter le NPS, mais est-ce qu'il y a d'autres choses en termes d'expérience client qui vont venir chez June? Qu'est-ce que je pourrais te dire sur les choses qui vont augmenter? Bah, on essaye d'avoir... Non, alors, de toute façon, je spoilerai pas. Je te dirais, on a essayé un petit peu tous les formats. On essaie d'avoir toujours beaucoup de réactivité. Là, comme on part à l'expansion, on va avoir besoin d'avoir de la réactivité sur plusieurs langues, dans plusieurs fuseaux horaires. Donc ça va être un vrai challenge. Ouais, donc ça va être un enjeu. Après, réussir à uniformiser en grandissant, on l'a déjà fait une fois, donc je pense qu'on pourra le refaire sans problème. Après, il va aussi y avoir cet enjeu de bah tu vois, moi j'ai pas envie que ma cliente en Allemagne elle reçoive quoi que ce soit avec des choses en français parce qu'en fait je vivrais ça moi à sa place comme une insulte. Donc moi mon but c'est de lui offrir le même niveau de soutien, d'amour et d'accompagnement que j'offre à ma cliente qui parle français. Donc ça c'est un vrai enjeu parce que là on est déjà présent en Angleterre, aux Pays-Bas. On fait plus de 10% de notre chiffre d'affaires en dehors de France. Et donc forcément, plus tu vas faire une partie de ton chiffre d'affaires en dehors de France, plus tu te dois d'adapter ton discours. Et encore une fois, moi, je viens pas que 1 ou 2 fois par an chez la cliente, je viens tous les mois. Donc si je lui écris une fois en français, si je sais pas, je suis une marque de fringues, je lui écris une fois en français, elle s'en fout. Si tous les mois je viens et que tous les mois je lui écris en français, ce qui passe une fois, la deuxième fois elle dira « Oh, ils sont lourds », la troisième fois elle dira « Oh, ils sont cons ». Et ça, je veux pas. Donc, il y a un enjeu sur ça, sur l'expansion, comment tu réussis à très, très bien segmenter en fonction des langues. Et puis, évidemment, après, en fonction du sociétal. Parce que une expansion, c'est pas que la langue. On est quand même sur des produits qui touchent principalement à la femme, à la mère ou à l'enfant. C'est quand même des choses qui sont hyper intimes, qui sont très culturelles, qui d'un pays à un autre, d'une société à une autre, vont changer, vont être différentes. Donc c'est sûr que c'est différent.
Ouais, mais ça va être hyper intéressant et très, très challengeant. Top. Merci beaucoup, Carole. Du coup, je vais finir par 3 dernières petites questions on arrive à la fin, de notre épisode. Quelle est ta meilleure expérience client? Ton meilleur souvenir, best of the best? C'est une bonne question. Que ce soit chez June ou Euh, ailleurs d'ailleurs, ça peut être à titre perso. Bah, je t'avoue, chez June, je commande pas de produits dans ma propre boîte, donc je peux pas te le dire. Meilleure expérience client, bah, je t'avoue, je t'ai parlé de la belle vie. J'ai vraiment toujours une Oui. expérience client incroyable avec la belle vie. J'ai un exemple tout bête, vraiment bête. C'est-à-dire qu'un soir, le livreur vient pour livrer. J'étais dans mon bain, j'entends pas le buzzer. Je me dis, bon, il y a mon mari qui est quelque part dans l'appart, il va ouvrir. Et en fait, il ouvre pas. Parce qu'il, je sais pas, il devait être en call, il n'entend pas le truc. Et à ce moment-là, je me dis, mais mince, pourquoi ils ont pas livré la belle vie Donc, j'envoie un texto sur l'appli. Et il me dit, mais si, j'ai livré. Je dis, bah, comment ça, vous avez livré Il me dit, bah, regardez sur le pas de votre porte. Donc, je vais à ma porte, je n'ouvre pas ma porte, je regarde à travers l'œil, et je vois sur le pas de ma porte qu'il n'y a rien. Puis là, je lui dis, bah, non, j'ai rien. Et le livreur me dit, bougez pas, je reviens. Donc le livreur OK. revient, et là le livreur me dit, Madame, ouvrez votre porte. J'ouvre ma porte, et en fait, à gauche de la porte, il avait mis mes colis. Il avait mis ma bouffe. Et là, je me dis, en fait, le gars, il me dit, et c'était genre, je sais pas, peut-être un quart d'heure, 20 minutes après, le gars, il me dit, bougez pas, je reviens. Juste pour me dire, ma grande, fallait ouvrir ta porte, regardez. Je me suis sentie un peu con, mais j'ai trouvé que c'était juste incroyable comme expérience client, quoi. OK. Et alors, quel est ton pire souvenir d'expérience client? Oh là là, ça va pas leur faire plaisir parce qu'en plus ils sont sympas. Mon mari m'avait offert pour Noël, je crois que c'était le premier Noël qu'on passait ensemble, on n'était pas du tout mariés à l'époque. Il m'avait offert une petite bague chez Dior qui devait coûter, Mmh. je sais pas, 200, 250 balles et qui en fait s'est cassée très vite. Donc à ce moment-là, bah, naturellement, je suis retournée, je sais plus si c'était aux galeries ou quoi, pour leur dire, bah, mon copain m'a offert cette bague et elle est cassée. Ok, pas de problème, on vous la répare. Gia voulait pas me l'échanger, elle dit non, 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 on va vous la réparer. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, aucune nouvelle. Quand je finis par les appeler, les mecs me disent, ah, on n'a aucune idée de où est votre bague. Derrière, une semaine, 2 semaines, toujours pas de nouvelles, je les rappelle. Ah ben écoutez, votre bague, elle doit être perdue. Je dis ben mince, donnez-moi-en une autre, puisque vous aviez pas voulu me donner une autre à l'époque. Ils me disent ah ben non, c'est dommage parce que là c'est la fin des soldes et donc on les a plus. Non, mais j'ai eu une copine qui a exactement eu la même chose avec Chanel. Elle m'a raconté ça il y a 15 jours. Et j'avoue c'est frustrant parce que déjà, bon, ça devait être genre ma première bague Dior, donc j'étais un peu toute contente. Mmh. Puis tu t'attends pas à avoir un service vraiment pourri d'une marque de luxe, c'est-à-dire que plus tu montes en gamme et plus tu t'attends à avoir un service qui déboîte quoi. Et là, les mecs, non seulement ils me perdent la bague que m'avait offert mon chéri. Donc après, ils ont quand même la décence de me faire un avoir pour que j'aille m'acheter autre chose. Mais c'est pas la même Mmh. chose. Et surtout, bah, alors là, mon mec, il te dit plus jamais de la vie, je mets un pied dans cette boutique, jamais de la vie. Et donc, tu vois, à l'intérieur de toi-même, tu te dis merde, à cause du customer service, plus jamais de ma vie, mon chéri m'offrira un truc de chez Dior, qui est une marque, qui évidemment, c'est absolument pas là où je fais mes courses tous les jours. Mais tu vois, j'étais un peu triste parce que derrière, mon mari a dit plus jamais de la vie, je t'achèterai un truc de chez Dior, quoi. Et j'étais là, je suis ah bah voilà, on a perdu sur tous les niveaux. OK, OK. Et alors, pour finir, Carole, qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience client sur ce podcast? Eh ben, je t'ai donné 2 noms, Oui. Juliette, la fondatrice de My Cream, Paul, le fondateur de La Belle Vie. C'est 2 entrepreneurs qui sont juste incroyables, je les aime beaucoup tous les 2. Et ils ont un truc pour la relation client, je trouve, qui est vraiment hyper unique. Et donc les 2 sont top. Donc franchement, je te recommanderais avec grand plaisir les 2, qui sont incroyables et qui ont des boîtes incroyables. Oui, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Carole, c'est top. Je me les note tout de suite dans mon fichier et on va s'en occuper. Merci beaucoup, Carole. Franchement, j'ai passé un super moment avec toi. Ça m'a fait super plaisir de discuter avec toi au-delà du podcast. Franchement, je suis ravie et je finis ma semaine en beauté avec toi. Bah écoute, je suis ravie aussi, c'était très cool. Merci beaucoup et vraiment merci parce que c'était
top de parler d'expérience client. Franchement, quand j'ai vu le mail arriver en me disant pas l'expérience client, j'ai fait oh oui, trop bien, trop une bonne idée. Et ça, franchement, ça change. J'ai fait un podcast hyper philosophique il y a quelques jours. Là, je fais un podcast très CRM. Je suis ravie, quoi. Ça change et c'est vraiment un petit vent de fraîcheur. Donc, vraiment, c'est top. Eh ben, écoute, merci à toi d'avoir répondu positivement à mon mail et franchement, top. Merci pour tout ce que tu fais aussi et pour tout ce que tu inspires aux entrepreneurs et aux femmes entrepreneurs aussi, Carole. Bah écoute, merci, c'est très gentil. Et voilà les amis, merci d'avoir écouté l'épisode. Si il vous a plu et que vous avez quelques secondes, je vous propose de partager ce que vous avez retenu de l'épisode sur vos réseaux sociaux, mais vous avez aussi la possibilité de nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Le fait de mettre ces 5 étoiles et un commentaire, ça va booster l'algorithme. Et pour finir, je vous rappelle que si la boîte à outils du client existe, c'est parce que c'est le produit dérivé du podcast et c'est ce qui nous sert à financer la création du podcast. Puisque vous l'avez probablement vu, le podcast n'est plus sponsorisé. Donc, c'est la source de financement principale et c'est aussi, bien évidemment, un formidable outil à utiliser au quotidien. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.